Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de la nouvelle saison d'Enquête de région, ici au château de Bussy-Rabutin, en Côte d'Or, l'un des lieux emblématiques du loto du patrimoine initié par Stéphane Bern dans le cadre de sa mission confiée par le président de la République. Dans cette émission, on va s'intéresser à notre patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté, mais surtout à ceux qui le font vivre, qui tentent de le préserver également. Ce sont des propriétaires privés, des associations, des bénévoles, des collectivités locales, ou même l'État. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous passionnés de patrimoine. La vie de château, ça peut coûter cher. Pour financer la belle demeure familiale, un père et son fils n'hésitent pas à accueillir, entre deux visites guidées, de forts bruyants au cœur. J'ai hésité longuement parce que pour moi, je voyais des cailloux, des canettes, un peu de hakik et j'étais un peu réservé. Jeunes, étudiants ou simples passionnés, ils viennent du monde entier. Sur les chantiers de notre région, ils sont tous animés par une même ambition, préserver nos monuments historiques. Vous allez me préparer donc une double avec donc 4 de sable jaune et 4 de sable rouge. Salins-les-Bains, un nom qui résonne, une réalité qui détonne. Son patrimoine est une richesse qui se dégrade, comme les relations entre les élus et certains habitants. Vous avez acheté il y a 4 ans, vous deviez rénover. Vous avez laissé le bien pourrir. Non, il était comme ça. Je l'ai acheté dans non, monsieur, nous avons des photos. Des artisans à la sauvegarde du patrimoine, vitraillistes, ébénistes ou couvreurs, ces passionnés s'attachent aussi à transmettre leur savoir-faire. Et j'espère que oui, au niveau des chantiers, tout ça va durer. Après, ça coûte tellement cher la lave que il n'y a pas grand monde qui peut se procurer un toit comme un particulier, par exemple. Très cher patrimoine, c'est tout de suite dans Enquête de région. On part d'abord à la rencontre de châtelains hors normes, la famille Potet qui depuis plus de 40 ans possède l'un des plus beaux mais aussi l'un des plus grands châteaux de Bourgogne-Franche-Comté. Leur relation passionnée mais coûteuse avec cette déraisonnable demeure du 19e siècle n'a jamais cessé, mais ils doivent en permanence trouver les ressources pour l'entretenir et vous allez voir qu'il ne manque pas d'idées. Inutile de le nier. Un jour ou l'autre, nous avons tous rêvé d'être le seigneur du château. Surtout lorsque le quotidien de vos voisins évoque étrangement une série télévisée. Mais pour jouer au châtelain, il ne suffit pas d'être bien né, il faut aussi avoir la main verte. Chaque semaine, Bazin Jules Potet s'occupe de l'entretien du château familial. C'est son père qui l'a acheté comme ça, sur un coup de tête. C'était il y a 40 ans. À l'époque, ce Parisien roulait en Rolls. Et selon lui, personne ne voulait de cette immense demeure construite au 19e siècle. Pour avoir un château, il faut être riche. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'étais jeune, j'étais beau, j'étais riche et j'étais intelligent. Il ne reste plus grand-chose de tout ça, car il a un appétit féroce sur mon compte en banque. Il y a toujours quelque chose à réparer, il y a toujours quelque chose à arranger. Je suis le spécialiste des toilettes bouchées, des tuiles qui tombent. Il a du caractère, le châtelain de Villers-Sexel. Il se soucie peu des honneurs et des notables et n'aime pas vraiment qu'on vienne l'enquiquiner sur ses terres. Dieu sait si j'agace, Dieu sait si les gens m'aiment et me détestent. Mais je survis allègrement et je pense que comme ce sont les meilleurs qui partent les premiers, je serai sûrement dans les derniers. Depuis 2 ans, c'est Bazin Jules, l'un des enfants de la famille, qui gère ce château qui compte des dizaines de pièces. On est une structure très familiale, on a à peu près 5 employés. La plus grosse charge, c'est les salaires et puis les charges qui sont annexées. Pour être dans le vert, ou en tout cas pas perdre d'argent, juste avec ça, il faut atteindre 100 000 €. Voilà, juste pour couvrir les charges annuelles. Alors,
Petit jeu avant de commencer, est-ce que vous avez remarqué la différence entre l'aile de gauche et l'aile de droite? Et pour gagner un peu d'argent, on organise ici des visites guidées. 8 € par personne pour une petite leçon d'histoire. Au milieu de la pièce, un lustre en bronze, plusieurs centaines de kilos, 250 à 300 kilos au bas mot. J'essaie d'éviter d'en parler quand je reçois des gens en visite guidée qui prennent le petit déjeuner ici, parce que tous ces lustres à l'époque ont eu tendance à tomber à cause de leur propre poids. I have a room to host. I go to the room and I come back to you. Yeah. I show you the room and then Mieux, I come on peut back même to dormir the- chez la famille Potet qui propose des chambres d'hôtes. L'été, les touristes étrangers raffolent de la formule. Oui, c'est vraiment très beau et très romantique. Et vous avez découvert ce château comment? Par Internet? Et pour attirer encore plus de monde, le jeune châtelain serre les prix avec des nuitées à moins de 100 €. Je considère qu'on est à Villers-Sexcel, qu'on est en Haute-Saône et que ce qu'on peut pratiquer au niveau tarif, c'est 20% plus cher qu'un hôtel normal. Il y a les visites guidées, les chambres d'hôtes, mais aussi des séminaires ou des vernissages. Sans oublier, bien sûr, les mariages. Les journées de Bazin Jules, comme de sa famille, sont souvent bien remplies et les demandes, parfois étonnantes. On reçoit un stage de danse qui est chez nous depuis, qui vient tous les ans depuis 20 ans. Et donc aujourd'hui, ils veulent faire de la danse baroque avec des verres. Donc je leur fournis les verres à pied pour faire leur danse. Mais pour accroître la notoriété du château, les Potet ont accepté d'accueillir un événement qui aurait fait peur à n'importe quel châtelain. C'est Potet, comment on va? Content de vous accueillir. La rencontre était improbable tant leurs univers sont différents, mais le courant est très bien passé entre Monsieur Potet et le musicien Francis Descamps. Un festival de rock dans le parc du château. Le voilà, le projet un peu fou du claviériste qui fut l'un des fondateurs du groupe Ange. J'ai hésité longuement. J'ai hésité longuement parce que pour moi, je voyais des cailloux, des canettes, un peu de hakik et j'étais un peu réservé. Et si ça s'est déroulé, c'est justement parce que ça s'est bien passé entre nous deux. Ça aurait été un autre et je l'aurais peut-être pas fait. Remarquez, s'il n'y aurait pas eu le château, il ne l'aurait pas fait non plus. Depuis 4 ans, le château de Villers-Sexcel se transforme l'été en temple du rock progressif. Le rendez-vous est même devenu le plus important du genre en France. Quand je suis rentré dans le parc, j'ai dit c'est là. J'ai dit là, ça, il y a de la magie. Parce que c'est faire un festival, c'est pas amener des gens comme des moutons à les entasser pour écouter de la musique et pour partager une soirée avec des artistes, mais c'est les amener dans un endroit où il y a une magie. Il y a beaucoup d'objets différents dans ce château. Il y a beaucoup de pianos. Je crois qu'ils collectionnent les pianos. Une musique parfois expérimentale qui a même ses vedettes comme Steve Hogarth du groupe Marillion. Ma chambre est un peu plus loin, juste à 1 kilomètre. Le châtelain assiste rarement aux concerts. Ces soirées, il préfère les passer dans les salons de ce château qu'il a patiemment remeublé au fil du temps. On vous a déjà proposé de le racheter, ce château? Oui. On m'a proposé une fois une mallette avec 3 millions d'euros dans la mallette et c'était le premier versement de 3. Et c'était tout du cash. Et je me pose encore la question maintenant de savoir pourquoi j'ai dit non. Si c'est par peur ou si c'est par morale. C'est vrai que j'ai des raisons de dire non, affectives, et puis j'ai des raisons que j'estime logiques,
c'est 40 ans de travail au château de Villers-Sexcel, sans paye, sans rien, quoi. Voilà. Et j'ai bouffé tout mon héritage. C'est plusieurs centaines de mille euros. C'est beaucoup de sous. On peut gagner de l'argent avec un château? Je sais pas. Faudra venir dans 20 ans, je sais pas encore. Je pense qu'on peut y gagner de l'argent, mais j'ai pas encore la certitude. Depuis 40 ans, la famille Potet s'accroche à son rêve et continue de chérir cette demeure magnifique et capricieuse qui vous envoûte la nuit pour mieux vous faire les poches au petit matin. François-Xavier Verger, vous êtes l'administrateur de ce château de Bussy-Rabutin, ici en Côte d'Or. On va parler de l'organisation de ce château, mais peut-être avant, un mot de l'histoire des lieux. C'est un château du Moyen-Âge, transformé à la Renaissance et aménagé par le comte de Bussy-Rabutin au XVIIe siècle. Donc on est sur plusieurs siècles, plusieurs décors, plusieurs styles d'architecture. Un château qui a longtemps été un château privé avec différentes familles. Il a appartenu à différentes familles? Oui, depuis les comtes de Bussy jusqu'à la Révolution française, c'est un château privé. À partir de la Révolution, le château change de main jusqu'en 1930, où l'État donc achète le château et le confie aux monuments nationaux, à l'époque la Caisse des monuments historiques. Alors aujourd'hui, c'est le Centre des monuments nationaux qui gère ce château. Vous êtes l'administrateur, c'est-à-dire que vous représentez ici le ministère de la Culture. Oui, c'est le Centre des monuments nationaux qui gère en France 100 monuments de l'Arc de Triomphe au Mont-Saint-Michel à Carcassonne et ici en Bourgogne, Cluny et Bussy-Rabutin. Comment se fait le choix? Parce que c'est par opportunité ou c'est du fait de l'importance de certains monuments? Non, le choix, c'est un choix d'opportunité en effet. Ce sont parfois des dons, ce sont parfois des acquisitions quand le patrimoine était menacé. Et puis c'est bien sûr l'histoire, l'héritage de l'histoire de France, les résidences royales ou les monuments de la nation. Alors, on s'intéresse dans cette émission à tous ceux qui protègent, sauvegardent le patrimoine. Vous en êtes, vous et tous les acteurs du ministère de la Culture. Est-ce que c'est plus facile de sauvegarder un patrimoine qui finalement appartient à l'État? C'est peut-être plus facile que lorsqu'on est un propriétaire privé où on investit ses propres moyens. Oui, on vient de voir un château en Haute-Saône qui est une propriété privée et où le propriétaire se débat un petit peu quand même. Incontestablement. Nous sollicitons des moyens auprès de notre tutelle, auprès du ministère de la Culture, auprès du Centre des monuments nationaux, et nous les engageons de manière à maintenir ce monument dans le meilleur état de conservation. On n'a pas exactement les mêmes conditions d'activité que le propriétaire privé, bien sûr. Alors, ces châteaux, ces grandes bâtisses, évidemment, elles demandent beaucoup d'entretien, d'autant plus qu'il y a 30 000 visiteurs par an ici à Bussy-Rabutin, donc du passage, et ça demande de l'organisation et de l'entretien. Ça coûte cher, on imagine. Oui, nous avons une équipe qui est dévolue à deux fonctions. Bien sûr, l'accueil des visiteurs, la présentation du monument, les visites, mais aussi la conservation du monument, c'est-à-dire que cette équipe est là pour vérifier que les meubles, les tableaux, les textiles, mais aussi l'immeuble en lui-même vont bien. Et c'est eux qui nous signalent une intervention à mener sur, par exemple, des insectes qui mangent le bois ou une moisissure ou que sais-je. Donc l'équipe du monument a cette double fonction d'accueil et de conservation préventive. Et il y a l'équipe de l'administration du monument qui, elle, engage les moyens en lien, bien sûr, avec le siège de l'établissement et la DRAC. Ce château de Bussy-Rabutin a été choisi pour être un des sites emblématiques du loto du patrimoine organisé par Stéphane Bern à la demande du président de la République. Quand vous l'avez appris, ça vous a fait quoi? C'est une grande joie parce que ça va déclencher pour nous des chantiers qui sont indispensables. Donc on a eu cette satisfaction de pouvoir se dire qu'on allait agir
d'une manière plus importante que nos seuls moyens ordinaires. Ça veut dire que si ce loto et ce jeu de grattage, on va pouvoir même gratter le château de Bussy-Rabutin lui-même, ont une destination précise déjà définie. Vous savez que si ce loto fonctionne, vous allez restaurer telle ou telle chose? En effet, nous avons proposé une série de chantiers, la mission de Stéphane Bern, et ça a été validé. Donc nous savons que nous allons engager un chantier dans ce qu'on appelle l'aile Sarcus, qui est l'aile de l'appartement de Madame de Bussy-Rabutin, que les propriétaires du XIXe siècle avaient aménagé pour leur résidence. Donc c'est cet ensemble de pièces qui aujourd'hui exige un chantier important. Alors que certains choisissent de passer leurs vacances d'été à la mer, d'autres s'engagent pour préserver le patrimoine. Depuis 1966, la Fédération d'associations Rempart mobilise des bénévoles l'été pour restaurer églises, châteaux et autres monuments historiques. Parmi eux, de nombreux jeunes, certains venus de très loin. Nous en avons suivi 3. Ils sont là pour des motivations très différentes. Ils sont chaque année des dizaines à s'engager sur ces chantiers d'été. Tous bénévoles, venus du monde entier. Expérimentés ou totalement novices, leur objectif est le même, sauvegarder notre patrimoine. Nous avons suivi Alexandra, passionnée d'archéologie depuis l'enfance. Jade, étudiante en histoire de l'art et future restauratrice. Abbas, réfugié iranien, arrivé en France l'année dernière. Il est à peine 7 heures, début d'une journée de chantier pour Alexandra et ses collègues. Leur mission, consolider les ruines de ce site archéologique, vieux de 4300 ans. Vous allez me préparer donc une double avec 4 de sable jaune et 4 de sable rouge. Vous allez m'incorporer à tout ça un seau et demi de chaux blanche et un demi-seau de l'autre chaux que je vous ai emmené. Alexandra est étudiante et si elle a décidé de passer ses vacances les mains dans la chaux, c'est surtout pour la vie en collectivité, les rencontres. On est plein de jeunes ou moins jeunes à venir ici de pays différents. Donc c'est pour rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Par exemple, là, dans notre groupe, il y a une personne qui vient d'Afghanistan, une autre du Nigeria, Soudan, Maroc. Donc c'est assez incroyable de tous déjeuner ensemble, à discuter de comment on voit le monde, ce que nous on a appris. Abbas, lui, a fui son pays d'origine, l'Iran, et est arrivé en France il y a 1 an. Malgré la barrière de la langue, il cherche aussi les rencontres pour mieux s'intégrer. Celle-là. Moi, je vais chercher un truc pour démonter. Son rêve, c'est de devenir mécanicien. Alors avant de réparer un jour les véhicules, il renforce l'étanchéité de cette péniche. Moyen pour lui de garder la tête hors de l'eau. Je voulais avoir de l'expérience, voir comment on travaille ici en France. Je trouve que c'est très intéressant pour moi. C'est encore mieux que ce que j'espérais. C'est la première fois qu'il participe à un chantier d'été, tout comme Alexandra. Dès que le mortier a trop pris et qu'il est trop raide, automatiquement, tu prends la brosse métallique. D'accord. Sinon, tu procèdes simplement avec la brosse à poil dur. Ça suffira. Ok. Venir ici était pour elle une évidence. L'archéologie, c'est sa passion, depuis toute petite. J'ai la chance d'être née au Cap d'Agde, dans le sud, qui est un ancien port grec. Donc en fait, dès qu'on se baigne un peu loin dans la mer, on peut vite voir d'anciennes amphores, etc. Et c'est vrai que mon père, des fois, en ramenait à la maison. Donc je crois que ça a toujours été... depuis petite, j'ai grandi avec ça un peu. Jade, elle, a grandi avec la peinture. Et c'est dans cette église du 19e siècle qu'elle a trouvé son bonheur. D'immenses fresques à restaurer, du pain béni pour cette étudiante en histoire de l'art qui veut faire de la restauration son métier. En fait, ça fait très longtemps que je pratique la peinture et je voulais absolument un métier qui soit en relation avec cette pratique. Et pour moi, en fait, la restauration, c'était un moyen d'avoir tout ce que j'aime dans un seul métier. Donc, pouvoir admirer des peintures, d'avoir ce côté pratique et aussi d'avoir l'histoire de l'art, donc je suis passionnée, et aussi le côté scientifique.
En fait, ça rassemble tout ce que j'aime dans une seule discipline. Les bénévoles sont encadrés par des professionnels. Des conseils avisés pour progresser rapidement. Ça, c'est qu'en fait, tu calcules à partir de là. Je suis vraiment ici pour apprendre le métier et comment ça se passe. Tout le monde se donne des conseils. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, je ne savais pas il y a 2 semaines, donc j'ai appris plein de choses. Il m'en faudrait un peu ici, là. Seulement 10 jours, maintenant, je sais restaurer un mur. Je trouve ça assez dingue, moi qui ne suis pas très manuelle. Mais là, on nous a appris avec l'aide de Pauline, donc la tailleuse de pierre, de démolir un mur, de garder les bonnes pierres, ce qui n'est pas évident aussi, les remonter, quelle pierre à la bonne place, et de voir qu'on a besoin de l'aide de toute une équipe, c'est beau. Ici, ce sont aussi des relations qui se construisent. Abbas tente de bâtir son avenir dans ce pays encore nouveau pour lui. Sur ce chantier, c'est une aventure humaine qui commence. C'est bon. Ça c'est cassé. Ouais. Tu vois, c'est bien, c'est enlevé. Les gens m'ont bien accueilli. Ils ont un grand cœur. C'est une bonne chose pour moi d'être ici. C'est un vrai travail d'équipe et j'aimerais vraiment revenir. Quelle couleur avez-vous choisi En fait, on est là. Vous êtes ici? Oui. Non, donc, c'est beaucoup trop sombre, on va essayer de... Oui, il faut vraiment, oui, c'est beaucoup trop foncé. Sur chaque site, la restauration s'étend sur plusieurs années. Des travaux qui seraient impossibles sans l'aide des bénévoles, car l'État ne peut pas à lui seul gérer tout le patrimoine dont nous avons hérité. Jade se sont donc investis d'une mission. Patrimoine, c'est la trace du temps dans notre pays, en fait. Il n'y a que ça, les traces des hommes avant. Et du coup, je trouve ça énormément important qu'on puisse la garder dans le temps pour nos générations futures. Enfin, c'est ça la finalité de la restauration, de pouvoir la donner à une prochaine génération. Comme Jade, Abbas et Alexandra, ils sont chaque année des centaines en France à consacrer de leur temps pour sauvegarder notre patrimoine. Un enrichissement culturel, tant pour ces bénévoles que pour toutes les générations qui profiteront un jour de ces monuments. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci de m'accueillir. Bienvenue à la Grande Forge. Claude Vessières-Pommeau, merci de nous accueillir. Avec votre épouse, vous êtes propriétaire de cette grande forge de Buffon, un des lieux qui vont être aidés normalement par le loto du patrimoine qui aura lieu dans quelques jours, ici en Côte d'Or, pas très loin de Montbard, sur les bords de l'Armançon. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots l'histoire de ce lieu qu'on vient de visiter, qu'on continue à visiter ensemble? C'est Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, a décidé d'installer une forge, même un ensemble de forges, puisqu'il y avait la grande, la petite forge, dans le village de Buffon, pour ça qu'il a pris le nom de Buffon. Et cette forge, c'est une usine moderne qu'il a voulu réaliser pour faire ses expériences scientifiques et aussi pour faire une opération commerciale et montrer qu'avec du minerai de pas très bonne qualité, on pouvait réussir à faire du fer de bonne qualité. Alors, vous êtes, par héritage de votre épouse, un propriétaire de ce qui est un monument historique aujourd'hui. Est-ce que c'est difficile d'être propriétaire privé
d'un monument comme celui-là? Le monument est quand même très important. Vous avez pu voir la surface, on est sur un terrain qui maintenant ne fait que 14 hectares, mais surtout il y a deux parties. Il y a la partie domestique qui se trouve sur le plateau et ici la partie industrielle qui est en contrebas. En plus des bâtiments, des monuments historiques, disons la pierre, les constructions, on a tout le problème hydraulique qui se pose. Ça veut dire que vous êtes en permanence en train de chercher des ressources de financement parce qu'on imagine que votre retraite ne permet pas de restaurer et d'entretenir tout ça. Une retraite permet de vivre, mais ne permet pas de restaurer effectivement des bâtiments. Et surtout, ne permet pas de restaurer des roues et un barrage sur la Manson qui est un ouvrage monumental que Buffon a créé et qu'il faut à tout prix restaurer actuellement. Est-ce que c'est facile de dire aux entreprises, aux particuliers aussi, aidez-nous à financer un patrimoine qui est une propriété privée? Est-ce que les gens comprennent ça? Parce qu'un château public, une église gérée par une collectivité, on pourrait comprendre. C'est le bien de tous, c'est la connaissance, c'est le patrimoine du 18e qui est présent. Et les jeunes sont passionnés lorsqu'ils voient des roues fonctionner. Oui, bien sûr. La petite roue de la fonderie, elle s'est arrêtée le 15 août. Oui. La dernière, parce que l'axe était faussé, on l'a fait réparer d'urgence, parce qu'on voulait qu'elle fonctionne pour les jeux du patrimoine. Parce que sans hydraulique, pas de forge. Hein. Exactement. Sans eau, pas de forge, sans hydraulique, pas de forme. Et si jamais le barrage sur la Manson venait à ne plus fonctionner, il n'y aurait plus d'eau ici, donc il n'y aurait plus de forge. Est-ce que ça attire vraiment les dons, le mécénat, comme pourrait le faire un château ou une église? Pour l'instant, au point de vue don, on n'a eu que les Américains, French Heritage Society, qui nous ont donné 20 000 $. Ah mais les Américains, le patrimoine industriel, ils savent ce que c'est, non? Voilà. Comment est-ce que vous avez accueilli le fait de vous retrouver dans la liste de Stéphane Bern pour ce loto du patrimoine? C'était une surprise. Et on était très heureux de figurer parmi les 259, je crois, bénéficiaires. Et du coup, ça va vous permettre de réaliser peut-être l'un de vos rêves? Ah oui, remettre en marche la grande roue qu'on a vue tout à l'heure? La grande roue et aussi le barrage sur la Manson, qui est un travail considérable qu'il faut à tout prix lancer parce que Buffon l'a construit, ce barrage. Ça lui permettait de réguler l'eau dont il avait besoin dans sa forge. Ah ben c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Direction maintenant Salins-les-Bains. Durant des siècles, grâce au sel, la commune fut la capitale économique de Franche-Comté. Témoin de cette splendeur, hôtels particuliers, églises, chapelles et jardins. Aujourd'hui, personne n'a les moyens d'entretenir ce patrimoine, ni la commune, ni les propriétaires privés. Et si pourtant, c'était la clé de son renouveau touristique et économique. Je vous demande de faire face à vos responsabilités. Bien sûr. Vous avez acheté il y a 4 ans, vous deviez rénover. Vous avez laissé le bien pourrir. Non, il était comme ça. Je l'ai acheté dans l'état. Non, monsieur, nous avons des photos. Aujourd'hui, non, il était comme ça. Aujourd'hui, vous êtes un danger pour vos voisins. Il est très en colère, le maire de Salins, face au propriétaire d'une maison dont le toit vient de s'écrouler. Cas typique, on achète et on n'a pas l'argent pour restaurer. Plus tordu, celui qui devient propriétaire d'un immeuble ne loue pas volontairement les appartements et ainsi profite de la défiscalisation. Il laisse tomber en ruine son bien, tout simplement parce qu'il y a une disposition fiscale qui lui permet de défalquer les loyers qu'il ne touche pas. On en a 2 ou 3 comme ça, donc on va aller vers de la coercition, c'est-à-dire qu'on lui propose des aides pour rénover. S'il ne veut pas rénover, nous allons aller jusqu'à l'expropriation. Et oui, Gilles Bédère est quelquefois obligé de prendre des décisions très impopulaires. Il a même fermé une église, l'église Saint-Maurice. Il y a des moellons qui ont commencé à tomber du plafond et qui auraient pu être dangereux pour les fidèles. Donc nous avons décidé de fermer cette église pour des raisons de sécurité. Faut-il restaurer Saint-Maurice? D'ailleurs, quels bâtiments garder? Lesquels démolir? Et surtout, en fonction de quels critères? Cruel dilemme. Aujourd'hui, quand on traverse Salins, on voit surtout ces façades grises, ces bâtiments en piteux état, ces magasins fermés. Et pourtant, 4000 ans avant Jésus-Christ, le sel est déjà exploité ici. Ce gisement, le plus important d'Europe,
fait la fortune de la ville durant plusieurs siècles. Un signe qui ne trompe pas, Salins paie énormément d'impôts. Ce sera le poumon économique de la province du comté de Bourgogne, puisque la ville de Salins contribue pour moitié à la contribution générale de la Franche-Comté. Vous voyez, c'est gigantesque. 17 congrégations religieuses vivent dans cette ville fortifiée. Même les Templiers y possèdent leur chapelle avec à sa tête Jacques de Molay. Il deviendra le dernier grand maître et mourra sur le bûcher. Au XVIIe siècle, les Salinois érigent Notre-Dame libératrice en remerciement à la Vierge pour les avoir protégés des mercenaires du roi de France. Tout Salins raconte un passé prestigieux, les églises, les fontaines, les hôtels particuliers avec des jardins magnifiques. Même certains escaliers datent du Moyen-Âge. Un chantier de jeunes les restaure. Hello. Bonjour. Pas la main, j'ai les mains. Et c'est des mains de travailleurs. C'est les mains pleines de chaud, c'est les coudes. Ça a l'air d'avancer. Bah, petit à petit, oui. Step by step. C'est superbe. Et là, vous imaginez pas le bonheur que vous allez rendre aux Salinois. Parce que c'est leur escalier mythique. Et on s'était engagé à le restaurer. Et je pense qu'en 2 ou 3 fois, on va peut-être y arriver, quoi. Oui, il faudra bien plusieurs étés pour finir cette restauration. Quand vous vous promenez dans Salins, est-ce que vous voyez la beauté des bâtiments ou le coût que ça représente pour la municipalité? Les deux. Le patrimoine est à la fois une charge et surtout une grande chance, à condition de prendre le problème à bras-le-corps, de l'étaler dans le temps, parce que nous n'avons évidemment pas forcément les moyens de tout faire tout de suite. Mais oui, pour moi, le patrimoine, c'est une porte d'entrée de revitalisation. C'est ce que j'ai demandé à mes services. Chiffrez-moi ce qu'il faut dépenser pour tout refaire. Nous arrivons entre 64 et 70 millions d'euros. Concernant les 3 églises, une seule certitude. Notre-Dame libératrice sera rénovée. Coût 400 000 euros. Puis, le conseil municipal et les paroissiens devront choisir entre 2 bâtiments à restaurer. Saint-Maurice pour 2 millions d'euros ou Sainte-Anatoile pour 1 million. Faire des choix, toujours, cruel dilemme. Exemple avec ce pâté de maison à réhabiliter. Magali Bresson, étudiante en architecture, présente son étude après 18 mois de travail à 2 membres du conseil municipal. J'ai surtout retenu une phrase d'un habitant rencontré, pas très loin d'ici, dans la rue de la Liberté, et qui disait, pour parler de Salins, d'extérieur, ces anciennes maisons, elles payent pas de mine, mais à l'intérieur, on a des pépites. Ça a été des longs questionnements sur qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on va mettre en évidence. Sa proposition, des appartements en duplex, une supérette, en élargissant la rue et donc en détruisant les façades. Je ne suis pas sûr que ce soit bien nécessaire de tout démolir. Vous trouvez que c'est un peu trop radical comme projet ? Oui, c'est ma conception. C'est ma conception. Non, pas forcément de génération, peut-être de sensibilité au patrimoine. Là, par exemple, sacrifier cette belle ensemble de façades, je ne le ferai pas. Ici, ces arcades, elles sont 15e ou 16e. Oui. Donc, il y a des choses, des pépites aussi. Oui, qu'il faut conserver. Qui font aussi partie de l'identité des petites rues de Salins. On a toujours ces portes arquées. Tout Salins est comme ça. Beaucoup de réflexions et d'argent seront encore nécessaires pour que ce projet se concrétise enfin. Faire du patrimoine un atout. Ces 3 professionnels du tourisme ont joué cette carte. L'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, venait prendre les eaux à Salins. Le gérant de l'hôtel des Bains a restauré la pièce où elle recevait. Elle servait de dépotoir, exactement. C'est par amour aussi du patrimoine. On ne peut pas laisser une salle comme celle-ci dans cet état, dans l'état où elle était du moins. Robert Dété a craqué, lui, pour le Fort Saint-André de Vauban. Dans ce lieu, il accueille séminaires et mariages. Enfant, j'étais passionné par Louis XIV, par toute l'histoire de France, l'histoire de France en général. Donc dès qu'on rentre dans un bâtiment Vauban, on se dit « Waouh, j'ai une chance inouïe, quoi ». Donc voilà, on réalise ce rêve de rentrer presque un petit peu dans l'histoire. Cette ancienne scierie a été transformée en maison d'hôte. Après un premier été d'exploitation, son propriétaire est ravi.
que c'était tellement beau qu'on avait envie de montrer aux gens ce qui avait été fait et c'était tellement dommage que cette partie de l'histoire disparaisse à cause de travaux qu'on n'aurait pas fait, que là on est vraiment tombé amoureux et puis on s'y sent bien, on sent que c'est comme si les gens ils étaient encore là, qui travaillaient, rien que d'en parler ça me met des frissons. Le salon Eugénie, le Fort Saint-André, l'ancienne Syrie ont trouvé un équilibre entre passé et modernité. Aujourd'hui, ces lieux vivent une nouvelle existence. Des exemples à suivre? Le patrimoine doit être entretenu, il doit être surveillé bien sûr, entretenu, habité. On peut aussi l'adapter à l'art de vivre d'aujourd'hui, ce qui est important, et puis tout en conservant l'essentiel de la richesse patrimoniale. Vous voulez pas en faire un musée de cette ville? Non, ce serait une catastrophe si on en faisait un musée. Il faut justement que le patrimoine soit vivant. Au pied du mur, mais forte de son passé glorieux, Salins veut croire en sa renaissance. Guy Bédel, vous êtes le délégué régional de la Fondation du patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est la mission de cette fondation? La Fondation du patrimoine a été créée, en fin de compte, suite à la dernière guerre où il a fallu reconstruire et où le bâtiment a utilisé le parpaing et le ciment et où le bâtiment ancien n'a plus aucune valeur. Donc on s'est aperçu que nos fermes, nos granges, nos pigeonniers, nos lavoirs tombaient en ruine parce que ça n'avait pas de valeur et ce qui était important, c'était la nouvelle génération de bâtiments. Et puis un beau jour, dans les années 90, on s'est dit mais au fait, tout ceci, ça avait de la valeur. Parce que nos anciens savaient construire, nos anciens utilisaient les produits locaux, nos anciens savaient orienter les maisons, nos anciens savaient utiliser la chaux, etc. Et on s'est dit, on est en train de perdre une beauté de la France, une beauté de notre patrimoine, et on est en train de perdre des savoir-faire. Donc il était utile de faire quelque chose. Alors on est allé voir nos amis anglais du National Trust. Comme vous le savez, nos amis anglais sont extrêmement performants sur la problématique du patrimoine. Et il a été décidé de créer par une loi la Fondation du patrimoine, mais en fin de compte une fondation de droit privé. D'accord. Et qui donc est chargée de récolter des fonds et de financer certains projets? Notre métier, c'est d'aider au financement de projets de restauration de patrimoine. Ça peut être une péniche, comme vous avez pu voir à Saint-Jean-de-Laune, etc., tant au niveau de personnes privées que de collectivités. Et de ce fait-là, on a deux dispositifs. Un dispositif qui s'appelle le label pour les propriétaires privés et un dispositif pour les collectivités qui s'appelle la souscription. Et alors, avec cette mission lancée par Emmanuel Macron et confiée à Stéphane Bern, vous êtes devenu en quelque sorte le bras armé sur le terrain de la mission de Stéphane Bern parce qu'il ne pouvait pas tout faire tout seul, quoi. Oui, c'est pas faux. On est devenu le bras armé tout en... Je fais très attention en disant nous sommes le bras armé. Parce que sur le sujet patrimoine, il faut savoir partager. D'accord ? Il y a d'autres institutions qui s'occupent du patrimoine. Et on l'a vu pendant toute cette émission. C'est-à-dire que des gens qui s'occupent du patrimoine, des passionnés, des bénévoles, des associations, des collectivités, etc. Il y en a plein. Il n'y a pas que la mission de Stéphane Bern. Mais c'est l'actualité. Et donc, vous lui filez un petit coup de main ? On lui file un petit coup de main. On lui file un petit coup de main pour la gestion financière des dossiers. D'accord ? Mais ceci étant, nous restons amis avec la demeure historique, nous restons amis avec Vieille Maison Française, etc. Nous restons amis avec le Centre des Monuments Nationaux pour faire en sorte que ce ne soit pas une hégémonie de la Fondation du patrimoine au nom de Stéphane Bern. Comment vous avez accueilli ce projet de Stéphane Bern de créer un loto du patrimoine, vous et tous ceux qu'on a vus dans cette émission qui travaillent depuis des années à la sauvegarde du patrimoine? C'est quoi? C'est une bonne nouvelle? C'est un coup médiatique? Comment est-ce qu'on pourrait dire les choses? C'est une bonne nouvelle, puisqu'en fin de compte, on va avoir des fonds supplémentaires pour le patrimoine, et ça, c'est toujours une excellente nouvelle. Par contre, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, qu'on a plusieurs centaines de projets, de collectivités, de propriétaires privés. Donc là, on va avoir au niveau national une quinzaine de projets emblématiques, 250 projets complémentaires, mais derrière, il ne faut pas oublier les autres. Ceci étant, je crois que le sujet patrimoine est devenu national. Et je crois que c'est grâce à l'action de Stéphane Bern, à l'action du président de la République, qui ont fait
on lance un loto du patrimoine qui va financer un certain nombre d'actions. Pourtant, on le sait, et les journées européennes du patrimoine arrivent, on le sait, les Français aiment leur patrimoine, ils sont attachés à leur patrimoine. Pour autant, ils ne mettent pas forcément la main à la poche pour le sauver. C'est ça la différence que vous feriez? La différence, c'est qu'on va avoir un complément de main à la poche des Français, par l'intermédiaire de Ça veut dire que certains le font déjà? Certains le font déjà. Il faut savoir que la région Bourgogne-Franche-Comté, on a quand même collecté l'an dernier plus d'1 665 000 €. Et quand je dis on, c'est bien entendu l'ensemble des personnes privées, l'ensemble des entreprises et l'ensemble des associations, des collectivités qui ont œuvré pour dire on a besoin de restaurer notre patrimoine, on a des subventions, mais en même temps, il faut compléter ces subventions par du mécénat. Alors là, c'est ce loto du patrimoine avec ces sites emblématiques comme le château de Bussy-Rabutin où on se trouve aujourd'hui. C'est une façon de communiquer pour dire aux gens, vous pouvez aussi très concrètement aider, vous pouvez venir le voir aux Journées du patrimoine, votre patrimoine, et certaines fois tout le reste de l'année, mais pas seulement, vous pouvez vous aussi contribuer à sa sauvegarde. Tout à fait. Et puis vous allez avoir des jeux à gratter, à 15 €, mais 1,50 € va revenir 12 millions de jeux à gratter, 1,50 € pour chaque jeu à gratter pour le patrimoine, plus le loto qui va permettre, si vous voulez, d'apporter une part complémentaire, aussi bien sur la partie fixe que la partie proportionnelle au montant collecté. C'est la bonne idée de Stéphane Bern. C'est vrai qu'on n'y avait pas en France, ça ne s'était pas encore fait, ce loto du patrimoine. Mais ça n'est pas la seule idée pour faire des choses pour le patrimoine, vous nous le confirmez? Oui, tout à fait. Et je reviens un petit peu sur le patrimoine privé, parce que vous m'avez parlé de Salins, par exemple. Oui, on vient à de le Salins, voir. ce qu'on essaye de faire, si vous voulez, de plus en plus, c'est de montrer que la restauration du patrimoine privé contribue à l'attractivité des collectivités. Et c'est pour ça qu'à Salins, par exemple, on a fait un fonds façade. Et ce fonds façade permet d'encourager les propriétaires privés pour la beauté de la commune de Salins. Et vous avez pu remarquer qu'il y a un certain nombre de petites choses à faire à Salins. Oui, d'accord. un grand Donc nombre. je crois que c'est un dispositif collectif, la restauration du patrimoine privé. Tout le monde et doit on se le sentir fait concerné. tout à fait. Ça met en valeur aussi des personnes modestes, mais qui ont à cœur de restaurer leur patrimoine. Et ça, c'est aussi important. Le patrimoine, c'est pas que le château de Bussy-Rabutin, ça peut être des édifices plus modestes. Il faut aussi partir dans le patrimoine. Et je crois que c'est ça aussi notre patrimoine, pour parler de l'attractivité de notre région. Parmi ces passionnés de patrimoine dont on vous parle depuis le début de cette émission, il y a les artisans d'art. 38 000 entreprises en France pour la quasi-totalité des TPE, des très petites entreprises. Beaucoup d'entre eux travaillent presque exclusivement pour la restauration et la sauvegarde de notre patrimoine. Nous en avons rencontré 3 dans notre région. Des mains en or. Ils sont ébénistes, couvreurs ou maîtres verriers et depuis des décennies, leur savoir-faire a fait d'eux des artisans de renom. Des artisans au service du patrimoine, qu'ils travaillent seuls ou en équipe, ils sont tous animés par la même passion, leur métier. Au beau milieu de la côte chalonnaise, Antonin Bouchard a installé son atelier il y a plus de 30 ans dans le domaine viticole familial. Ébéniste depuis 4 décennies, il est spécialisé dans le mobilier du XIIe au XVIIe siècle. Alors Antonin, vous travaillez sur quoi là? Sur la restauration d'un coffre anglo-normand qui est début du XVIe, qui est en chêne maillé, parce qu'en fait c'est un chêne qui est tranché sur quartier. Et pour ça, il faut du bois ancien, justement à grain fin, pour pouvoir permettre d'avoir une belle restauration. Des meubles comme ça, ils ont été restaurés au 19e. Au départ, c'était un coffre. Ils en ont fait un placard parce que c'était pas pratique. Donc, ils ont mis 2 portes. Et le but, c'est de le remettre dans l'esprit où il était. 500 heures de travail seront nécessaires pour la restauration de ce coffre. Une pièce d'exception, démonstration d'un savoir-faire. Principale clientèle d'Antonin, les particuliers. Un marché difficile, la restauration demande en effet beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Et là, l'addition peut vite grimper. Ben là, j'ai quelques meubles. Sur celui-là, par exemple, j'ai fait un devis. Il y en a pour 1 200 € TTC à peu près. Pour un petit meuble qui, dans une salle des ventes, coûterait peut-être 300 €. Mais bon, les clients y tiennent. Donc, j'attends leur accord avant d'attaquer les travaux. Restauration, mais aussi création. Antonin travaille actuellement sur des fenêtres destinées aux hospices de Beaune.
S'il est sollicité régulièrement pour la sauvegarde du patrimoine bâti, il a quelques regrets concernant le mobilier. C'est un peu le parent pauvre, puis le problème c'est qu'on le laisse dans l'état, il ne faut pas y toucher, on ne montre pas les parties qui ont été refaites. Et un tableau, on va passer du temps dessus, on va faire des études, le meuble, on ne fait rien, effectivement. Et ça, c'est un peu dommage. À 130 km de là, en Côte d'Or, un chantier d'envergure. L'église de Poncet-sur-Lignon se refait une beauté. Au cœur des attentions, la toiture en lave de pierre. Une singularité architecturale pour la Bourgogne. Depuis l'été 2017, Antonio Rotondo, couvreur lavier, travaille sur ce chantier avec son fils Thomas et Arnold, son ouvrier. Taille de la pierre, calage, les gestes sont sûrs et d'une apparente simplicité. Pourtant, le travail de la lave requiert une grande dextérité. Attention, la pierre de lave n'a ici rien de volcanique. Elle doit son nom à l'expression « pierre levée », c'est-à-dire extraite en surface. La lave, c'est que de la prestation, c'est que un marteau, et puis on fait tout de A à Z. On fait les rives ou les arrêtiers, les nœuds, enfin que par exemple la tuile, il faut quoi, chaque accessoire. Que là, on le transforme, chaque pierre en, je vous dis, de A à Z, on peut faire le métier. Et il vous annonce quoi? J'ai 4 palettes là. Hein, c'est tout? Avant le mois de septembre. Là, on en a un peu là. Mais pas avant le mois de septembre. Architecte, maire de la commune à Jean de la Drac, aujourd'hui c'est le jour de la visite du chantier. Et Antonio signale un problème de taille, la carrière n'a plus de stock. Il faut trouver des grands formats. En 3,5 c'est difficile, hein. Même en Bourgogne, je veux dire. Mais on sait que vous êtes exigeant, M. Rotondo. Mais qu'on ne peut rien vous refuser. Ah, voilà, c'est ça. Initié par Madame le maire, ce chantier est supervisé par Frédéric Didier. Architecte en chef des monuments historiques, il est notamment en charge de Versailles. Pour lui, entre cette église et le château du Roi Soleil, la relation est évidente. Le lien, c'est l'excellence et la beauté. De toute façon, il n'y a pas de petit patrimoine. Il y a du patrimoine. Et ce que vous avez là, c'est vraiment l'expression à la fois d'un art, d'une technique, d'une beauté, d'une intelligence. À travers les siècles. 800 000 €, c'est le montant du lifting de cette église du XVIIIe siècle. Financé à 90% par l'État et le département, ce type de chantier ne sauvegarde pas uniquement le patrimoine. C'est un conservatoire des techniques, ça c'est très très important, parce que sinon, la restauration du patrimoine, ça deviendra comme le latin, c'est une langue morte, et le jour où c'est une langue morte, on ne peut plus le faire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fera? On ne saura plus le faire. Et ça, c'est une technique qui a failli se perdre. C'est dommage, c'est pas la lave qu'on voulait, de la beige, là, c'est la grise bleue. Maintien et transmission d'un savoir-faire, c'est aussi la préoccupation d'Antonio. Après 10 années de collaboration, son fils va reprendre le flambeau, non sans appréhension. J'espère que oui, au niveau des chantiers, tout ça va durer. Après, ça coûte tellement cher la lave qu'il n'y a pas grand monde qui peut se procurer un toit comme un particulier, par exemple. Il n'y a vraiment pas beaucoup de subventions. Chez les Rotondo, la 3e génération est déjà en formation. Gianni, 5 ans, devra encore attendre quelques années pour monter sur un toit. Strasbourg et sa cathédrale au style gothique flamboyant. Après la restauration des rosaces de la façade sud, en Côte d'Or, les ateliers Parrot travaillent depuis plusieurs semaines sur les vitraux de l'horloge. Ces deux saints chevaliers du XIIe et XIXe siècle sont bientôt prêts à retrouver l'Alsace. Pierre, on va regarder surtout les collages et les comblements, si elles ont été faits dans ce qu'on avait prévu. Cette pièce-là, elle a dû être inversée, il faudra qu'on regarde ça. Tiens, tu vois? Parce que regarde le Tiffany, la casse était là et d'un seul coup la pièce s'est réinversée. Pierre-Alain Parrot est tout comme son père avant lui, maître verrier. Son atelier, basé à 20 km de Dijon, est l'un des 4 plus grands de France. Spécialisé dans la restauration, il emploie 14 salariés, dont sa fille. Les dépôts sont très adhérents et peut-être ça nécessitera de mettre une compresse de sodium de thiosulfate faiblement dosée. Procédés chimiques ou actions mécaniques, des remèdes parmi d'autres. Ici, les blouses blanches sont au chevet des œuvres d'art. L'objectif, atténuer les effets du temps, tout en préservant l'ouvrage. Aujourd'hui, c'est la conservation maximale. On garde l'histoire du vitrail. Si un bouche-trou, si cette pièce-là, par exemple, est du XVIe siècle, à côté d'une pièce du XIIe, on va la laisser, évidemment. On sait que ça fait partie de l'histoire du vitrail. Non, c'est la conservation maximale. Après le nettoyage, place au collage.
Au fil du temps, des plombs ont été parfois ajoutés pour réparer des verres cassés. Aujourd'hui, une résine permet de supprimer les plombs superflus. C'est la spécialité d'Arnaud, mais aussi sa plus grande fierté. Ce que j'adore, en fait, c'est redonner une lecture du vitrail. C'est-à-dire qu'avec les restaurations passées, il y a souvent beaucoup de plombs, les pièces ont été cassées, on ne comprend plus rien, il n'y a plus de lecture. Et là, quand ça passe à la phase collage, où on redonne une lecture, c'est ce que je préfère. Arnaud, comme la plupart des salariés, a été formé ici. Frédéric, lui, est passé par Lyon et Valence. Il s'occupe de la remise en plomb. Avec plus de 20 ans de métier, le vitrail est toujours pour lui une passion. Qu'est-ce que ça donne, Fred? Il y a de la maçonnerie, il y a de la ferronnerie, il y a de la serrurerie, il y a de la taille de pierre, il y a du montage, il y a de la coupe. C'est quelque chose de, comment dire, c'est très complet, tout en étant assez compliqué. C'est pour ça qu'on met beaucoup de temps à être formé, puisqu'on touche à beaucoup de choses finalement. Chaque vitrail, chaque église, chaque réalisation apporte une connaissance encore qu'on acquiert au fur et à mesure. Donc nous, on considère qu'il faut environ 10 à 12 ans de pratique vraiment dans un atelier comme ici pour maîtriser, pour avoir une certaine autonomie. Une autonomie, hein, je ne vais pas dire une maîtrise, une autonomie vraiment pour confier un travail complet à un salarié. Transmettre son savoir-faire et par là même sa passion, c'est l'une des préoccupations de ces artisans. Si les prétendants ne manquent pas, la baisse du pouvoir d'achat des particuliers et le recul des dotations de l'État ont fragilisé le secteur. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro d'Enquête de Région. Et d'ici là surtout, prenez soin de vous.